Beaucoup de personnes disent que c'est le métier le plus sexy. Moi, je pense que déjà, premièrement, c'est parce qu'on a compris qu'au 21e siècle, la donnée, c'est un peu comme le pétrole, c'est comme l'or en fait. Oui. Donc, toutes les entreprises qui ont... Si tu te remarques bien, les plus grosses entreprises aujourd'hui sont celles qui détiennent les informations sur nous. Tu regardes Google, Amazon, Exactement. Facebook. Bonjour Natacha, Bonjour Kevin. merci déjà de te prêter à cet exercice de l'interview. C'est pas toujours un exercice facile et aisé, surtout qu'on parle derrière des caméras. Donc, comme tu l'as compris, l'idée c'est de présenter sur cette chaîne, la Compta Finance, le métier de data scientist. Donc, il y a une liste de questions qui a été préparée et on va juste tout simplement les descendre et je te laisserai le soin de développer tout ce que tu fais au quotidien. Donc, c'est ton métier, vas-y, lâche-toi. Ok. Donc, première question, du coup, présente-toi, parcours académique, depuis le bac, ton emploi actuel, ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Qui est Natacha Ndjonga? Ok, bon, déjà, je te remercie de m'inviter sur ta chaîne. C'est moi Bon, qui moi, prends. c'est Natacha Ndjongwa. Je suis analyste quantitatif à HSBC. Comme parcours scolaire, je suis de nationalité camerounaise. J'ai fréquenté durant toutes mes études au Cameroun. Donc, j'ai eu un bac scientifique. Ensuite, j'ai intégré les classes scientifiques de l'École normale supérieure de Yaoundé. Ok. Et j'aimais beaucoup les statistiques, j'aimais beaucoup les mathématiques. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré l'ICA en 2014. Donc voilà, depuis 2017, je suis en France et j'ai fait l'ENSAI, qui est une grande école d'ingénieurs en statistique. Et voilà ce que je peux dire sur moi. C'est quoi l'ICR? Ça veut dire quoi? l'ICR? Ah, Pour ceux qui ne connaissent pas l'ICR, bien sûr. en fait, en Afrique, il y a plusieurs écoles de statistique, notamment l'ICA, c'est l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. Donc, c'est l'une des plus grandes écoles de statistique Ok. qui fait partie des réseaux de statistiques, des écoles de stats africaines. Donc, voilà. Ah d'accord, ok. Et du coup, après ça, tu es venu à l'ENSAI, ici. C'est Ouais. à Rennes, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est à Rennes. Pareil, c'est une école de statistique toujours, où tu as fait une formation de 2 ans, c'est ça, ou 3? Ouais, c'est ça. En 2 fait, ans. lorsque tu es à l'ICA, il y a des partenariats avec des écoles de stats ici en D'accord. Europe, notamment l'ENSAI et l'ENSAE. Ok. Après 4 ans, j'ai eu un diplôme d'ingénieur d'application de l'ICA. D'accord. Donc, lorsque tu fais 4 ans, tu arrives à l'ENSAI, tu fais 2 ans et tu as le diplôme d'ingénieur de l'ENSAI. Ok. Donc tu es double diplômé d'ingénierie. On peut dire ça, ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est quand même, on a quand même une grosse pointure sur la chaîne aujourd'hui. Ok, ok, c'est top. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Enfin, j'imagine là, tu as déjà fini tes études. C'est quoi ton emploi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé après tes études? Ok, après mes études, j'ai d'abord fait plusieurs stages au sein notamment de la Société Générale ici en D'accord. France. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'analyste quantitatif au sein du groupe Société Générale Ok. à la direction des risques. Donc, puis j'ai fait un passage rapide en conseil et actuellement je suis dans une banque encore en tant qu'analyste quantitatif. Ok. Donc ça fait quand même déjà une belle expérience Exactement, professionnelle à en peu très près peu de 3 temps. ans. Donc Ouais. ça fait du coup une bonne expérience à nous partager sur la chaîne. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir tous les éléments sur le métier de data scientist. Je crois que Natacha est l'invitée parfaite pour ce métier. Sans plus tarder, j'allais oublier, Ouais. tu as une chaîne YouTube. Ah ouais, Qu'est-ce qui se effectivement. passe sur cette chaîne YouTube? Tu peux nous en dire davantage avant qu'on entre dans le vif du sujet? Bon, effectivement, j'ai créé une chaîne YouTube que j'ai appelée le Coin Stat en octobre dernier. D'accord. En fait, sur cette chaîne, je partage un peu les bases de la statistique, c'est quoi être data scientist, Ok. et aussi les éléments fondamentaux pour être statisticien. Donc, je partage un peu mes connaissances sur le sujet sur la chaîne YouTube. Donc, Ok. n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par la statistique. D'ailleurs. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. D'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout du domaine, mais j'ai commencé à suivre ces vidéos et c'est vraiment de qualité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On vous mettra bien entendu tous les liens qui vont bien, tout simplement. Bon, sans plus tarder, la data science, c'est un métier, on va dire, qui est un peu à la mode ces derniers temps. On entend un peu parler de la data science, du big data, tout ce qui tourne autour de la data de façon générale, avec les réseaux sociaux, les grands groupes américains notamment. Mhm. C'est quoi la data science exactement? Pour quelqu'un qui, comme moi, qui fait par exemple l'audit financier, c'est Ouais. quoi la data science de façon la plus simple possible? Ben, simplement, déjà, dans data science, il y a 2 choses. Tu vois, il y a data
Il y a Ok. science. Data, c'est la traduction littérale en français, c'est données. Et en fait, c'est la science des données. Tout simplement, en fait, le monde de la data science, un data scientist, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser les données Ok. pour pouvoir extraire l'information pertinente et aider à la prise de décision. De façon basique, D'accord. c'est ça la data science. Ok. Voilà. Et dans ces data science-là, j'ai l'impression que c'est une grande catégorie. À l'intérieur, il y a plusieurs métiers. Toi, est-ce que tu es data scientist ou alors tu as une spécificité? Je ne sais pas, data engineer, je crois que tu en avais parlé il y a quelques temps sur ta chaîne. C'est quoi les grandes différences de data, je ne sais pas trop quoi. Tu es peut-être mieux placé que moi pour détailler tout cela. En fait, ta question est très pertinente. Je rigole parce que c'est un thème qui est très... Comment dire ça? En fait, la data science, tout le monde, comme ça, la mode, comme tu D'accord. disais, tout le monde veut être data Tout le monde est scientist. data scientist. Dans tous les posts que vous voyez sur LinkedIn, c'est data scientist. Data scientist. Mais ok. quand on lit le descriptif, ce n'est pas toujours ça. Ah, d'accord. Voilà. Tant mieux, heureusement que tu es là pour nous éclairer et clarifier cela une bonne fois pour toutes. Ouais, donc en fait, comme je disais, la data science, c'est l'analyse de données. Ok. De façon terre à terre, c'est ça. Analyser les données, extraire l'information pertinente et surtout aider à la prise de décision. Donc, c'est une science, du moins, c'est une discipline qui s'applique partout. D'accord. Donc, je ne vais pas dire, ça s'applique vraiment partout. Par exemple, moi, je suis en finance. Donc, les problématiques que j'ai traites, peut-être on va discuter, mais les problématiques que j'ai traites au quotidien, c'est plus lié, c'est spécifique au monde bancaire. D'accord. Donc, il y a des data scientists qui sont, par exemple, dans le domaine de la tech, dans le domaine de la tech, et ce n'est pas forcément les mêmes compétences ou les mêmes Qui sont demandés. outils qui sont utilisés au quotidien. Donc, le grand avantage, en fait, de ce métier, c'est qu'on a la possibilité de travailler véritablement partout. D'accord. Même en santé, en fait. Donc, imagine, tu es en santé, vous avez vu tous suivi le Covid. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir déterminer l'efficacité d'un vaccin? Ouais. Donc, ça, ce sont les travaux qu'un data scientist peut réaliser. faire dans le domaine de la santé. Tout le monde ici, je pense que sur cette chaîne, commande sur Amazon. En fait, Je pense également. Donc, généralement, sur Amazon, lorsque vous commandez un produit, il y a des algorithmes derrière qui vous suggèrent de nouveaux produits. D'accord. Donc, ça aussi, ce sont les systèmes de recommandation. Et derrière, il y a des algorithmes d'IA. Ce sont les data scientists qui ont développé le modèle. Donc, ça, c'est aussi une application. Ah, ok. Donc, pour moi, c'est un métier assez transverse qui s'applique partout. Ok. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a plusieurs data scientists. Mais maintenant, si je reviens à ta question, on a parlé de data scientist, data analyst, data engineer. Disons, ce sont les métiers du monde de la data. Du monde de la data. Okay. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est quoi la différence du coup? Data scientist, j'ai compris, c'est celui qui fait parler la donnée en vue de permettre une prise de décision. Et le data engineer, data analyst, c'est quoi la différence, enfin, de façon comparative entre les trois? Comment tu décris tout ça? Bon, je vais commencer un peu par le data engineer, parce que c'est... Okay. Pour pouvoir faire parler les données, il faut connaître des bonnes structures bien mises en place pour pouvoir les récolter, les recueillir. Disons que le data engineer, il se trouve à ce niveau-là. Dans les entreprises, en fait, c'est lui qui va définir en fait l'architecture, comment est-ce qu'on va stocker les données, quelle est la meilleure architecture nécessaire pour pouvoir sauvegarder les données. Donc, il connaît bien ce qu'on appelle les environnements de big data. Donc, c'est ça le data engineer. Okay. Maintenant, une fois qu'on a traversé l'étape de stockage des données, il faut analyser les données pour pouvoir aider le business dans leurs activités au quotidien. Oui. Et c'est où le data analyst intervient en fait. Donc, il fait principalement des analyses, je vais dire, descriptives. Imaginons, dans une entreprise, on a besoin de savoir quel est le montant des ventes mensuelles. Oui. Le data analyst, il va faire des dashboards, et présenter des KPI qui vont aider le business à prendre des décisions au quotidien. Donc, disons qu'il a des compétences de data visualisation, il fait des analyses de données, je vais dire, un peu basiques. Parfois, il peut aller un peu plus loin, mais disons que c'est ça le data analyst. Maintenant, le data scientist, lui, il a les compétences de data analyst, il sait analyser les données, mais en plus, il est capable de faire ce qu'on appelle des modèles prédictifs. Ça veut dire quoi, modèle prédictif? Imaginons, je vais prendre un exemple simple. Une entreprise, en fait, veut savoir quels sont les clients qui vont acheter un produit donné. Donc, le data scientist a cette capacité-là de développer
des outils qui permettent de définir Kevin est capable d'acheter cette carte. Donc, l'entreprise doit proposer la carte de crédit à Kevin. Donc, c'est le data scientist qui développe l'algorithme, en fait. Qui permet de me proposer. Qui permet de cibler les clients. Voilà, c'est ça. Donc, disons qu'en plus des compétences analytiques, il a ses compétences prédictives. Est-ce que ça se rapproche de toutes ces suggestions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux? Par exemple, j'ai fait une recherche d'hôtel pendant les vacances et subitement sur Facebook, je retrouve une publicité qui bizarrement est en lien avec cette recherche précédente. Est-ce que ça va dans le même sens ou c'est autre chose là? Bon, c'est à peu près la même chose en fait, parce que ce sont des systèmes de recommandation en fait. Okay. En fonction de tes recherches, on est capable de savoir ce qui peut t'intéresser. D'accord. Donc, ce sont des algorithmes de recommandation. On analyse tes habitudes. Je vais prendre encore un exemple basique que tout le monde vit au quotidien. Quand vous allez au supermarché, vous allez vous rendre compte qu'on vous donne toujours des cartes de fidélité. Oui. Bon, ça, quand tu passes en caisse, tu payes, tu scannes ta carte de fidélité. En fait, derrière, l'entreprise récupère les données qu'elle doit analyser. Et en fonction de ton profil, de tes habitudes de consommation, on est capable en fait de te faire des publicités bien ciblées. Bien ciblées. Ah, okay, voilà, c'est ça en fait. Ok. Bah, du coup, là, clairement, c'est beaucoup plus clair, déjà le métier de façon générale. Ouais. Et maintenant, si on se focalise sur toi, en tant qu'analyste quantitatif, tu m'as dit, chez HSBC. Ouais. Vu que tu m'as dit c'est transverse, qu'est-ce que tu fais chez HSBC après avoir sur la base de ce que tu m'as décrit du métier de data scientist de façon générale? D'accord. En fait, chez HSBC, je suis dans la direction des risques. Okay. Donc, tu sais que le secteur bancaire, c'est un secteur qui est vraiment très risqué. Ouais. Donc, c'est vraiment au cœur de l'économie. Il faut que le risque soit bien maîtrisé. Exactement. Donc, mon rôle au sein de HSBC, c'est de développer des modèles, en tant que data scientist, de développer des modèles qui aident la banque à gérer son risque de crédit, notamment. D'accord. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le risque de crédit, en fait, ce sont, disons, la chance qu'un client ne rembourse pas son crédit à échéance. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut que je développe des modèles qui permettent de mesurer ce risque-là. Ok, ça marche. C'est très clair. Mais du coup, je vais peut-être revenir avant qu'on revienne sur... Pour se former en France, à part l'ENSAI, pour être data scientist, est-ce qu'il y a d'autres écoles? Quelles sont les possibilités que quelqu'un qui veut devenir data scientist, peut-être celui qui nous regarde là, si là en France, il veut se former, comment il fait? Bon, pour être data scientist, il y a plusieurs parcours. Comme je dis, c'est la formation qui est à la mode, entre guillemets. Donc, premier élément, c'est le parcours classique, c'est après le baccalauréat scientifique, intégrer ici en France des classes préparatoires MPSI, donc du moins les classes préparatoires, on fait 2 ans. À l'issue de 2 ans, intégrer les écoles d'ingénieurs, ENSAI et NSAU dont je parlais. Mais en dehors de ça, il y a d'autres possibilités, notamment dans des universités. Il y a par exemple ce qu'on appelle la licence MIH, mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc c'est une voie royale aussi pour être data scientist. Il y a aussi à intégrer les DUT. J'ai des amis qui ont fait les DUT STID, donc statistiques et informatique décisionnelle en France. Donc intégrer un DUT, après le DUT, intégrer une licence en mathématiques appliquées ou encore une école d'ingénieur. Donc les opportunités sont assez diverses et variées. On peut aussi, si on veut, faire une licence en économie. L'économie et la statistique sont souvent assez liées. Licences en économétrie. Donc, voilà. Ok. Quels sont les prérequis pour être data scientist? Les prérequis. En fait, comme j'ai parlé, data science, c'est analyse de données. Pour pouvoir analyser les données, il faut avoir de très bonnes connaissances en mathématiques. Ah oui, donc ça c'est pour les maths. Pour moi déjà, c'est pas pour moi, je vais abandonner les maths. Non, je ne vais pas dire que c'est pas pour toi, mais la base, c'est les mathématiques. En plus des mathématiques, il faut maîtriser les statistiques. Aussi, en tant que statisticien, on doit savoir programmer. Parce que les données, en fait, vous imaginez le nombre de données qu'on a, c'est stocké dans de grosses bases de données. Il faut être capable de les analyser. Ce n'est pas à la main qu'on le fait. C'est pas avec Excel qu'on le fait. C'est pas avec Excel qu'on le fait. Même si Excel peut être utile. Il faut connaître programmer en Python, connaître programmer en R. Donc, il faut être très bon en programmation. Et aussi, il faut être capable de bien communiquer.
Parce que lorsque tu finis de faire ton modèle, il faut que tu sois Il faut le capable présenter maintenant. de présenter au métier pour qu'ils comprennent ce que tu as développé comme modèle. Bon. Il veut dire mathématiques, statistiques, programmation et aussi une bonne capacité de communication pour vulgariser les résultats qui viennent des données. Ok, ouais, c'est toujours la même histoire entre hard skills et soft skills. Ouais. Il ne faut pas juste avoir les hard skills, il ne faut pas juste savoir, comme tu as dit, être bon en maths, savoir programmer, être bon en économie statistique. Il faut aussi pouvoir restituer le travail. C'est là que les soft skills, de façon générale, interviennent. Et peut-être pour rebondir un peu sur ce que tu dis, en général, lorsqu'on sort de l'école, nous sommes tous bons dans la partie soft skills. On maîtrise, hard skills, pardon. On maîtrise en fait la technique, on est très fort en programmation, on connaît très bien coder, on connaît les modèles, enfin on aime faire ça. Mais le monde de l'entreprise, en fait, ce n'est pas seulement ça. Heureusement, j'avais dit. Pourquoi? Heureusement, malheureusement, mais bon. Ouais, bon, heureusement d'ailleurs, parce que dans le monde de l'entreprise, il faut être capable de travailler en équipe. Ouais, de collaborer. Collaborer avec les autres collègues, il faut être capable de bien vendre ce qu'on a fait. Et c'est ça, en fait, qu'on apprend lorsqu'on sort de l'école, dans le monde professionnel. Ok, ça marche. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le métier de data scientist est le métier le plus sexy? J'ai suivi ça à plusieurs reprises dans mon entourage et j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que c'est le plus sexy. Peut-être, du coup, ça donnera envie à ceux qui nous suivent, du coup, de rejoindre ce métier qui est considéré comme sexy. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que c'est le métier le plus sexy. Moi, je pense que déjà, premièrement, c'est parce qu'on a compris qu'au 21e siècle, la donnée, c'est un peu comme le pétrole, c'est comme l'or, en fait. Oui. Donc, toutes les entreprises qui ont... Si tu te remarques bien, les plus grosses entreprises, aujourd'hui, sont celles qui détiennent les informations sur nous. Tu regardes Google, Amazon, Facebook. Vraiment, les plus grosses entreprises ont des données, c'est l'or. Et beaucoup de sociétés aujourd'hui, en fait, donnent de l'argent pour pouvoir avoir les données parce que c'est vraiment un élément essentiel pour pouvoir scaler son business. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que c'est un métier qui est très, très demandé parce que les entreprises ont besoin de personnes capables d'analyser les données. Ils ont besoin de quelqu'un qui sont capables de leur aider à bien scaler leur business grâce à l'analyse des données. Ça, c'est la première raison. Et aussi, deuxième raison, comme je le disais au départ, contrairement à beaucoup de métiers, c'est un métier qui est très ouvert. Quand tu es data scientist, aujourd'hui je suis en finance, si demain je veux aller dans la santé, les portes sont ouvertes en fait. Tu peux le faire. Si je veux aller dans la technologie, je peux y aller. Si je veux faire du marketing, je peux. En fait, en tant que data scientist, les portes sont largement ouvertes dans tous les domaines. On n'est pas très fermé comme métier. Ok, d'accord. Bon, maintenant on va donc revenir sur ton métier à toi, concrètement, ce que tu fais chez HSBC au quotidien, ta journée type. Donc, c'est quoi ton métier, c'est quoi ton rôle chez HSBC en tant que data scientist de façon générale? Là, du coup, c'est focalisé sur la finance et la banque. Comme tu as dit, il y a plusieurs applications. Mais là, maintenant, toi, en tant que data scientist chez HSBC, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Peut-être si ton intitulé de poste est différent ou alors, qu'est-ce que tu fais? Ok. Au-delà de l'intitulé de poste, ce que moi je fais au quotidien, c'est premièrement développer des modèles qui permettent de... Je vais prendre un exemple simple. Prédire la probabilité de défaut d'un client. Lorsque Kevin prend un crédit chez HSBC, quelles sont les chances qu'il ne rembourse pas ça à temps? Donc je développe des modèles comme ça qui aident la banque à avoir ce genre d'informations. Et ces modèles en fait sont plutôt réglementaires. D'accord. Donc réglementaires dans le sens où c'est utile pour calculer en fait le montant d'argent que la banque doit mettre de côté pour gérer son business, pour faire face aux risques. Et donc j'ai développé des modèles réglementaires qui sont validés par la BCE, validés par l'équipe d'audit interne. Donc au quotidien, il y a la phase de développement de modèles. Ensuite, parfois, il y a lorsque je développe un modèle, l'équipe de validation interne a un regard sur ce que j'ai fait. Elle émet des recommandations. Donc, il y a une étape où je dois également répondre à ces recommandations. Lorsqu'il y a des faiblesses, je dois essayer de corriger un peu le modèle que j'ai fait pour la rendre plus compliant d'un point de vue réglementaire. Ça, je connais bien. C'est un peu comme à l'audit, exactement. Exact. En tout cas, disons que les valideurs ceux qui valident les modèles sont un peu comme des auditeurs. Comme les auditeurs, ils auditent nos modèles, ils nous donnent des findings, on doit répondre. Une fois qu'ils ont terminé, il y a ensuite la BCE qui doit venir sur site, revoir non seulement les travaux de l'audit,
aussi les travaux que nous on a fait. Ok. La BCE également, à la fin, elle fait son rapport, elle donne ce qu'on appelle des findings, c'est les obligations. Et mon rôle, c'est de répondre à ces obligations-là. Donc, de façon ramassée, voilà un peu ce que je fais au quotidien. Développer le modèle, répondre aux recommandations de l'audit interne, l'équipe de validation, répondre aux obligations de la BCE. Et voilà. Ok. Toi, est-ce que tu utilises les 3 parties du monde de la data, dans data engineer, data analyst et data science? Est-ce que tu fais les 3 chez HSBC? Non, c'est pas possible qu'une personne fasse les 3, non. Du coup, il y a une personne qui gère l'architecture de data engineer, c'est différent. Toi, tu es peut-être analyste ou alors Enfin, qu'est-ce que tu fais? À quel niveau tu te situes par rapport aux 3 là? En fait, pour expliquer un peu la structure globale, au sein de HSBC, au sein des entreprises en général, il y a des équipes qui sont en charge de la data. Donc, il y a des équipes qui sont chargées de les collecter, de les stocker sur une bonne forme. Donc, disons, moi, je me trouve en fait en tant que data scientist, c'est moi qui analyse. Je suis plutôt... J'utilise en fait les données. Qui sont déjà présents, qui sont déjà stockés, qui sont déjà sur une forme que toi tu peux exploiter. Exactement. Donc les données sont des exploitables, je les utilise directement pour pouvoir faire mes modèles. Donc, voilà. Donc je suis au 3e bout de la chaîne data scientist. D'accord, ok. Et quelle est la partie qui toi t'intéresse le plus? Est-ce que tu préférerais peut-être être au début de rendre les données exploitables et travailler pour qu'elles soient exploitables? Ou alors toi tu préfères vraiment juste être en bout de chaîne là, faire parler les données avec les modèles que tu mets en place? En fait, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours être en bout de chaîne, de la donnée, donc extraire l'information de la donnée. Donc c'est celle qui me parle le plus. Parce que quand je travaille directement en extrayant les données, je vois directement l'impact du travail que je fais en fait. Parce que c'est utilisé directement pour pouvoir prendre des décisions pour la banque. Effectivement, oui, c'est vrai que... Et c'est vrai que comparé à celui qui monte juste l'architecture, alors qui stocke juste les données de façon exploitable, toi, tu vois plus rapidement l'impact de ton travail au quotidien, j'imagine, par rapport à lui en tout cas. Bon, disons que ce n'est pas le même type de métier. Oui. Voilà. Ok. C'est pas le même type de métier, donc je ne peux pas comparer l'impact. Parce que lui, son travail, ce sera de se rassurer qu'en fait le système d'information est très bon, les données sont de qualité. Donc, tu vois, ça, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Ta journée type, tu commences à quelle heure? Est-ce que tu as plusieurs réunions dans la journée? Tu finis à quelle heure? Est-ce que tu as des pauses café? Est-ce que c'est plutôt light comme métier? Est-ce que tu as des moments où il y a trop de travail, tu ne dors pas la nuit, des trucs comme ça? Quelle est ta journée type d'une data scientist ou alors de toi en tant que data scientist chez HSBC? En fait, journée type, je dirais que c'est dans les films. Mais ça n'existe pas? Non, ça n'existe. Du moins, pour moi, ça n'existe pas de journée type. Parce que les jours se suivent. Parce qu'il y a des jours où tu te lèves le matin. De façon globale, je travaille entre 9h et 18h30 à peu près. 19h. Il y a des périodes de rush, comme tu l'as dit, où je peux aller un peu plus loin, 20h, 22h. Bref, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et en termes de travail au quotidien, il y a des journées où tu as beaucoup de réunions, où il y a des journées où tu te lèves, tu as des objectifs à atteindre et tu travailles dessus. Par exemple, tu as un livrable à rendre à l'équipe d'audit. Il faut que tu rédiges le rapport. Il y a des moments où c'est la modélisation. Il y a des moments où ce sont des analyses pour répondre aux obligations. Donc, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Donc, je n'ai pas dit qu'il y a une journée type, mais de façon globale, je travaille de 8h à 18h30 et il peut y avoir une pause entre 12h et 14h. Donc, voilà. Ok, ça marche. En audit, par exemple, en audit financier, je sais toujours faire le parallèle avec l'audit financier, même comme ce n'est pas très possible, parce que ceux qui m'écoutent sont principalement dans la finance, les métiers de l'audit et contrôle. En audit, on a des périodes hautes, de toute façon, il y en a l'activité très cyclique, donc il y a les périodes basses, les périodes hautes. Est-ce que chez vous, c'est le cas ou alors c'est plutôt linéaire, donc presque toute l'année, il y a de l'activité plus ou moins dense? Je ne sais pas si je vais dire cyclique, mais on peut caractériser ça comme un cycle en fait. Parce que, comme je t'ai dit au départ, lorsqu'on développe le modèle, il y a l'audit. Le cycle, c'est quoi? C'est le développement du modèle, validation par l'équipe de validation interne. Il y a aussi une équipe d'audit qui analyse le modèle. Il y a la BCE. D'accord. Donc c'est ça le cycle.
développement, validation par les entités internes et BCE. Puis l'équipe de modélisation reprend, ça revient répond aux recommandations. Donc c'est ça globalement le cycle du travail. Mais maintenant, il y a les périodes de rush, effectivement. Imagine, lorsque la BCE vient sur site, franchement, c'est... Je pense le moment le plus stressant. C'est la période la plus stressante, effectivement. Parce que la BCE arrive, elle prend un dossier sur lequel elle n'a pas travaillé. Il faut qu'elle comprenne ce que vous avez fait. Il faut qu'elle comprenne... Elle pose pas mal de questions, j'imagine. Il y a beaucoup de questions et nous devons répondre un temps très court. Ouais, je vois bien. Donc, je vois bien disons que les missions BCE ainsi que les missions d'audit interne sont des périodes de rush, principalement, majoritairement. Ah, ok. Effectivement, même en audit, c'est un peu pareil parce que chaque 3 ans, on a des contrôles de qualité qui sont effectués par le réseau. Donc, le réseau vient pour s'assurer que nous, auditeurs, on fait bien notre travail. Et ça c'est chaque 3 ans. Donc, lorsqu'ils sont là, c'est un peu aussi une période stressante parce que du résultat de leur contrôle dépend beaucoup les primes et bonus qu'on peut accorder. La plupart du temps, ça concerne uniquement les associés, les partenaires qui sont responsables en bout de chaîne de ce qui se passe. Donc là aussi, c'est une période stressante. De toute façon, lorsque quelqu'un d'autre vient mettre le nez dans ton travail, c'est pas toujours facile à accepter. Il y a toujours des questions, tu poses des questions. Tel est chiant. Toi, tu les trouves chiants, eux, ils te trouvent chiants, et ainsi de suite. Et parfois, ils trouvent que tu n'as pas bien fait ton travail. Du coup, je suis auditeur, je sais exactement de quelles questions. Moi-même, souvent, je vais dans la comptabilité, je pose des questions qui peuvent énerver. Voilà. Donc, ok, c'est assez marrant de voir qu'il y a un peu de similitude quand même. Pas forcément avec la modélisation, mais plutôt côté validation du coup. Et les différentes interactions qu'il peut avoir. Ok. Bah, le métier de data scientist, c'est le plus sexy. Mais est-ce qu'il y a des bons et des mauvais côtés qu'on peut identifier de façon claire? Par expérience, moi, je veux commencer par le bon côté. En fait, c'est un métier qui peut être facilement passionnant. Dans la mesure, si par exemple, tu es quelqu'un de très technique, tu aimes coder, quand tu fais ton code, tu vois, ça soit un beau résultat, tu es content. Ton code avec... Enfin, moi, j'ai toujours l'idée de ceux qui programment l'écran noir avec des lignes de code blanches. C'est comme ça en réalité, ou bien c'est que dans les films, ça? Ça dépend, il y en a qui aiment ça, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore atteint ce niveau où mon écran est noir. Mais il y a des gens qui aiment bien coder avec des écrans noirs. Effectivement, imagine, tu fais un outil qui automatise ton travail. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est assez intéressant. Et aussi, lorsque tu fais ton modèle, et à la fin, ça entre en production. Tu vois directement en fait, l'impact de ton travail. Et ça peut être très, très passionnant. Mais par contre, il y a un côté négatif, bien évidemment, c'est que le modèle dont je parle depuis, disons que c'est le résultat que tout le monde va avoir lorsqu'on est data scientist. On veut absolument avoir un modèle en production, on veut absolument avoir un modèle stylé qui est utilisé par l'entreprise. Mais sauf que pour avoir ce modèle, Kevin, ça prend énormément de temps. C'est pas le modèle en soi qui prend du temps. C'est plus déjà comprendre la donnée. D'accord. Comment est-ce que on doit calculer telle ou telle variable? Qu'est-ce que je dois prendre en input? Analyser la qualité. Tu vois, parfois, tu vas dans la base de données, tu vois une petite entreprise qui a un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Et tu te dis comment... C'est suspect cette histoire. C'est qu'il y a un point avec l'intégrité de la donnée. Là, exactement. Donc, il faut prendre le temps d'analyser. Parfois, il y a même des données qui sont manquantes, mais toi-même, tu ne comprends pas pourquoi c'est manquant. Donc, disons, c'est la partie qui prend en général plus de 80% du temps. D'accord. Et ce n'est pas forcément la partie qui est visible lorsque tu présentes ton modèle. Et disons, c'est la partie qui peut être un peu... qui est la moins fun. La moins fun. Ouais, c'est ça. Nettoyer des données, quoi, c'est ça. Ouais, contrôler la qualité. Mais ça fait partie intégrale de notre métier. Et aussi, quand tu fais le modèle, tu veux que ça entre en production tout de suite. Oui. Mais comme je t'explique le cycle, développement, validation, BCE. Et ça revient à voir comme modélisation. Effectivement, ça peut prendre du temps. Oui, quand tu fais ton modèle, tu veux que ça soit en production tout de suite. Tout de suite, ouais. Mais comme tu t'es dit tout à l'heure, ça prend du temps. Tu développes, il y a quelqu'un qui vient valider, il y a la BCE qui arrive. Mais toi, tu veux que ton modèle soit en production tout de suite. Donc, disons qu'il faut être patient dans le métier, en fait. Mais du coup, ce cycle-là,
est-ce qu'il n'est pas uniquement propre à la finance ou alors à la banque? Est-ce que dans d'autres secteurs, il y a aussi ces étapes importantes à suivre? Disons que comme la banque, en fait, est le métier de gestion de risque que je fais, Oui, il est très réglementé. d'accord. Il est très, très réglementé. Donc, je peux dire qu'en termes de timeline, ça prend beaucoup plus de temps. Ok. Comparé, par exemple, à quelqu'un qui est toujours dans la banque et qui fait plutôt des modèles abus marketing. Donc, il fait un modèle pour D'accord. cibler une clientèle Oui, particulière. Donc là, il y a un peu, il y a un peu moins de contrôle. contrôle, Donc, oui. le temps entre le développement du modèle et la mise en production est souvent un peu plus court. Donc, cette D'accord. frustration dépend du secteur. dépend du secteur dans lequel je près. travaille. Oui. Mais effectivement, lorsque tu es la banque, vu que la banque a quand même un impact systémique, Oui, c'est ça. forcément, il faut mieux encadrer. Qui dit mieux encadrer, il n'y a jamais cette partie administrative qui prend pas mal de temps, ce qui fait qu'on n'est pas forcément très efficace. Ouais. Ok. Bah, du coup, là, tu vas parler des bons et mauvais côtés, mais généralement, la rémunération permet de décider si les gens, si on va ou pas dans tel ou tel métier. Là, on va parler du coup de la partie rémunération. Ouais. Data scientist, le métier le plus sexy. Du coup, j'imagine qu'il est aussi très sexy au niveau de la rémunération, de ce qu'on peut obtenir comme salaire. Donc, on va donner bien entendu des tranches. L'idée n'est pas question de connaître le salaire exact de Natacha, de toute façon, elle ne vous le donnera pas, donc n'essayez pas. À la sortie d'une école d'ingénieur comme celle que tu as faite, comme celle que tu as faite ou alors peut-être d'autres, est-ce que déjà il y a des grilles? Je sais qu'en audit, selon l'école que tu as faite, tu n'as pas le même niveau de rémunération à l'entrée. Est-ce que c'est similaire dans le métier de data scientist? En fait, je pense que ça, c'est un constat qui est valable pour toutes les entreprises Toutes en les France, en entreprises. fait. Ah, ok. En fonction de l'école que tu as faite, il y a des grilles bien définies de salaire. Même Ok. quelqu'un qui a fait la même école que moi, le salaire n'est pas le même en finance qu'en marketing ou D'accord. encore dans la santé. Donc, les salaires varient en fonction de l'école, L'école. en fonction du domaine d'activité. Donc voilà, c'est Ok. ça. Et du coup, on va donc prendre donc la banque qui te concerne. En termes de tranche à la sortie, que peut attendre un data scientist ou alors quelqu'un qui a fait un parcours comme le tien, ou alors qui a fait une autre école, peut-être un DUT ou à l'université, comme tu m'as cité, NSAI, NSAE. C'est quoi les tranches générales à la sortie et si on se projette 5 ans plus tard? Ah, c'est assez compliqué de répondre. Bon, je vais te donner juste le cas spécifique de ceux qui ont fait le parcours identique au mien. Ok, Je sais qu'actuellement, ils peuvent prétendre un salaire autour de 45 et 47 cas en fixe, ok. de façon globale. Donc, dans le secteur bancaire, Le c'est secteur ça les bancaire. tranches. Ok. Après, il y a bien sûr les parts variables qui peuvent peut- qui peuvent augmenter la part fixe. Donc, D'accord. Ok, bah, c'est intéressant comme façon d'entrer. Et du coup, en se projetant 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut prétendre, où est-ce qu'on peut arriver 5 ans plus tard en termes de rémunération? Pareil. En vrai, là, c'est Même pareil, là c'est aussi, variable. ça dépend pas mal. Ça dépend pas mal. Est-ce que tu as été promu? Est-ce que tu es Ouais. manager? Est-ce que donc... Après 5 ans, il y en a, je connais des personnes après 5 ans qui sont à 70K, il y en a Ok. qui sont un peu plus, un peu moins. Un Donc, peu plus. c'est très variable. C'est très varié. C'est très variable. Ok, ça marche. Ok, bah, je crois qu'on arrive au terme de cette interview. J'espère en tout cas que ceux qui nous suivent ont appris énormément ce métier. Je pense que Natacha a fait l'effort d'être le plus synthétique et le plus simple possible pour expliquer d'abord, dans un premier temps, le métier de data science et ses différents démembrements, je peux dire ainsi. Les précisions aussi, parce que comme tu l'as dit, le mot est souvent un peu galvaudé, il est utilisé un peu à tort et à travers. Donc j'espère qu'après cette vidéo, tout le monde saura vraiment ce qu'on met dans data scientist et non pas s'arrêter juste au titre et aller plus loin dans le contenu. Et aussi, et surtout, Natacha, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? J'espère que son quotidien vous aura intéressé. 8h30, 18h sont des horaires intéressants. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui ne seraient pas prêts à signer avec de pareils horaires, avec les rémunérations qu'elle a évoquées, même si c'est encore une fois de plus très spécifique. De toutes les façons, merci en tout cas à Natacha de nous avoir accordé cette interview. Ce n'est pas un exercice facile, Ouais. je le sais. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez d'autres. On n'a peut-être pas abordé toutes les questions ici. Si vous en avez, mettez-les dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Laissez-nous également un ou plusieurs pouces bleus, ça nous aide, ça permet de voir que les gens sont intéressés par ce qu'on a dit ici, parce que Natacha nous a apporté comme élément. Et on se dit
À très vite. Salut!